Illustre auditoire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, quand Claudine et Serge Haroche m'ont invité à faire une conférence à ce colloque, j'ai naturellement tout de suite dit comme physicien, je ne m'y sentais vraiment pas à l'aise. Mes compétences ne sont pas dans les sujets de votre colloque. J'ai signalé que tout ce que je peux faire, c'est présenter mon point de vue personnel de non-expert. C'est précisément pour cela qu'on m'a invité et j'accepte donc volontiers cette invitation. I hope I have not overstressed. J'espère ne pas avoir impatienté votre patience avec mon mauvais français, mais si vous me le permettez, je vais continuer en anglais. Permettez-moi de commencer par une remarque personnelle. En 1977, je suis allé pour la première fois aux États-Unis pour y faire de la recherche. Là, j'ai découvert que j'avais grandi et fait mes études à Vienne dans un climat privilégié. J'ai découvert cela en réalisant que ce qui me manquait quelque chose. À Vienne, il y avait une profonde appréciation des attitudes philosophiques, même dans les sciences. Or, cela n'avait jamais été un sujet explicite dans mes études à l'Université de Vienne, mais apparemment, cela faisait partie de l'atmosphère. Sinon, cela ne m'aurait pas manqué. Ainsi, je me suis intéressé d'où cela provenait. En 1848, les étudiants se rassemblaient dans la salle de cérémonie de l'Université de Vienne. Aujourd'hui, cette salle est la salle de cérémonie de l'Académie autrichienne des sciences. Et ils demandaient des libertés politiques de base fondamentales. Plus intéressant encore, les étudiants qui ont participé à ces réunions ont plus tard formé l'échelon le plus élevé de l'État de droit qui devait suivre après un certain temps. Et plus intéressant encore, la plupart d'entre eux provenaient des facultés de droit et de médecine. Juste une remarque, l'université classique avait 4 facultés, droit, médecine, philosophie et théologie, ce qui, à l'époque, était clairement la théologie catholique. Le bâtiment de l'université où les étudiants se rassemblaient en 1848 fut construit vers 1750 sous le règne de l'impératrice Maria Theresia. Elle avait institué une réforme importante de l'université. Elle a créé l'éducation juridique et médicale moderne selon des méthodes empiriques, scientifiques et rationnelles. Elle a laissé les facultés de théologie et de philosophie aux jésuites. C'est ainsi que Marie-Thérèse a assuré une position solide dans l'Empire pour les idées des Lumières, notamment dans la culture du droit. Je pourrais remonter encore plus loin. Après la Réforme, une partie importante de l'Autriche était protestante. La contre-réforme a introduit le rituel, le pompe et la célébration théâtrale dans la messe catholique. Et j'estime que cela a conduit à une compréhension de l'importance de jouer son rôle correctement. Cela a également mené au théâtre comme un des principaux vecteurs de notre culture. Cela a également conduit à une distinction entre ce qu'on croit à l'intérieur, c'est mon opinion personnelle, la distinction entre ce que l'on croit à l'intérieur dans son cœur et ce que l'on joue à l'extérieur. Dans une certaine mesure, il en a résulté une culture théâtrale. Cela a été exprimé par Hugo von Hofmannsthal dans son opéra des Rosenkavalier, c'est-à-dire le Chevalier de la Rose, où la maréchale dit « Und in dem Wie, da liegt der ganze Unterschied ». Toute la différence réside dans le comment. Comme vous le savez tous, la révolution de 1848 a été étouffée dans l'œuf. Mais la montée du libéralisme et de la bourgeoisie n'a pas pu être arrêtée. Puis, un développement des plus significatifs a été la construction de la Ringstrasse, en lieu et place des anciens bastions. La partie centrale de la Ringstrasse moderne, associée à l'esprit libéral de l'époque,
était un ensemble constitué du Parlement, de l'université, de l'hôtel de ville et du Burgtheater, tous à côté les uns des autres. Effet intéressant et tout à fait dans le sens de ce que je viens de dire, le Burgtheater était l'institution la plus largement acceptée. C'était une plateforme où la cour et la noblesse pouvaient se rencontrer et interagir avec la bourgeoisie libérale sur un pied d'égalité. Et cela se voit au travers des décorations peintes par Gustav Klimt dans l'escalier d'honneur du Burgtheater, où il illustre l'unité du théâtre et de la société. Les membres de la société, justement, tenaient absolument à faire partie de ce groupe. Un événement important, peu de temps après, dans les peintures dans la nouvelle université de Vienne, où il a dépeint des figures cachées derrière la surface. Et en fait, ces tableaux illustrent beaucoup de choses. Un événement important a été le crash de la bourse de Vienne en 1873, provoqué par la catastrophe financière de l'exposition universelle de Vienne. Apparemment, comme beaucoup l'ont fait remarquer, ce fut le début de la fin de la haute bourgeoisie libérale en Autriche. Un an plus tard, Johann Strauss a joué le Fledermaus, la chauve-souris, pour la première fois. Alfred, l'enfant de Rosalinde, qui était mariée, chante en duo avec elle. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu enden ist. Heureux est celui qui oublie ce qui ne peut se changer. Une expression claire. Oui, une expression claire du déni de la réalité. Une expression d'une culture esthétique de la fuite devant des réalités sociales désagréables, l'injustice sociale, la crise économique et la corruption politique. L'opérette viennoise, qui s'épanouit ensuite jusque vers 1930, a toujours étendu ce déni de la dure réalité de la vie, élevant tous les désirs musicalement et ne les remettant jamais en cause. L'illusion était au centre de cette attitude générale. De toute évidence, cette illusion a joué un rôle important à Vienne à cette époque. Un exemple remarquable en est l'impératrice Élisabeth, qui, dans la culture kitsch, est appelée Sissi. Apparemment, elle avait, dans tous ses châteaux, une image de Titania. Titania est la reine des fées dans la pièce de Shakespeare « Songe d'une nuit d'été ». Titania caresse la tête d'un âne qu'elle aime, un symbole de nos illusions que nous aimons et chérissons. Alan Janik et Stephen Tulmim, dans leur traité d'époque, la Vienne de Wittgenstein, font remarquer que l'ère libérale à Vienne ne peut être comprise par une analyse savante orthodoxe. Il parle explicitement, et je cite, « d'une conception de la philosophie comme une discipline universitaire autonome professionnalisée, une conception qui est devenue dominante dans les universités britanniques et américaines seulement depuis la Seconde Guerre mondiale et est particulièrement sans rapport avec l'Autriche d'avant 1914. » De même, Karl Schorske écrit dans Traum und Wirklichkeit, le rêve et la réalité, que la culture viennoise, au moment de la montée libérale, a été signifiée par une synthèse des formes culturelles, politiques, scientifiques et esthétiques. Beaucoup de cela s'est passé dans les cafés viennois. Le rôle des cafés est très souvent romancé, mais à cette époque, c'était une pure nécessité. La raison en était simplement que Vienne était fortement surpeuplée. La plupart des maisons ne fournissaient que le strict nécessaire d'un lieu de couchage et étaient à bien des égards méprisables et inhospitalières. Donc, par nécessité, tout le monde se retrouvait dans les cafés. Poètes, philosophes et compositeurs, musiciens, pour ne citer que deux personnes d'autres disciplines, le juriste Hans Kelsen et l'économiste Karl Menger,
s'y retrouver. Une autre raison de la position particulière de Vienne à l'époque était sa petitesse. Vienne, à l'époque, était la plus petite des grandes capitales européennes, qui veut dire que, en fait, tout le monde connaissait tout le monde. Par exemple, Anton Bruckner a donné des leçons de piano à Ludwig Boltzmann, Gustav Mahler a cherché l'aide psychologique auprès de Sigmund Freud, Johannes Brahms était un professeur de musique pour la famille de Wittgenstein, Ernst Mach était parrain de Wolfgang Pauli et Adolf Loos était parrain de Karl Kraus. Apparemment, l'interaction intense entre les différentes disciplines au sein de cette communauté étroitement liée a conduit à des résultats énormes. Karl Kraus écrit que la culture esthétique des années 1870 a permis une fuite des réalités désagréables. Une nouvelle génération après cela a rompu avec cela et a cherché de nouvelles manières de sonder la surface. Mais cela a eu aussi d'autres conséquences. Hugo von Hofmannsthal remarque en 1905: Das Wesen unserer Epoche ist vieldeutig und Unbestimmtheit. L'essence de notre époque est la multiplicité des significations et l'absence de définition. Et il continue: Wir sollten von einer Welt Abschied nehmen, ehe sie zusammenbricht. Nous devrions dire adieu à un monde avant qu'il ne tombe en panne. Apparemment, la figure principale de l'architecture est Wagner, dont l'église sur Steinhof et sur la Postparkgasse traduisait son idée que la matière et la fonction doivent se coordonner. Pour lui, la superficie extérieure, la surface extérieure était aussi importante que l'intérieur. Et cela est tout à fait en ligne avec ce que je disais tantôt, adopté par Adolf Loos, qui avait été en fait quelqu'un qui était il avait dit que c'était une ville de Potemkin. Et il a essayé d'enlever la façade extérieure pour se concentrer sur l'intérieur et sur la vue de l'intérieur. Et ça, Loos House a été construit juste de l'autre côté du café Greenstein, que je mentionnais tantôt, et croisé avec les chambres privées de l'empereur. Et Franz Joseph considérait cette maison comme une insulte personnelle. Apparemment, la nouvelle génération des années 1870 et 1880 a protesté contre le rationalisme de la génération de leur père. Et cela conduit au populisme communiste militant et au nationalisme pan-germanique. Le populisme lui-même conduit à un antisémitisme militant. Le nationalisme a été apparemment beaucoup plus faible à Vienne que dans d'autres parties de la monarchie, parce que Vienne est une ville multiculturelle et multiethnique du fait de sa position de capitale de l'Empire, qui était lui-même multiethnique et multiculturel. L'antisémitisme a été certes exploité par divers partis politiques d'une manière populiste pour gagner des votes, et plus particulièrement l'antisémitisme a fourni une excuse facile pour ne pas résoudre différents problèmes. Apparemment, l'antisémitisme de Vienne de l'époque a conduit au rêve de Theodor Herzl d'une Judenstaat, l'État juif. Herzl avait initialement espéré que l'assimilation et la conversion au christianisme conduiraient à la résolution de tous les problèmes, y compris le problème de l'antisémitisme. Mais des expériences profondément personnelles et troublantes l'ont amené à penser le contraire. Et, autre chose importante, dans le temps, à Vienne, l'antisémitisme a basculé d'une base religieuse à une base raciale. J'ai déjà pointé les différentes manières de répression cognitive en vigueur à Vienne à l'époque. Il n'est donc pas surprenant que ceci ait donné un terrain fertile à Sigmund Freud. Dans son Traumdeutung, l'interprétation des rêves de 1900, il fait valoir que même si le rêve ne peut être compris par le rêveur, l'inconscient exprimé dans le rêve a néanmoins un moyen
Oui, pardon. L'inconscient exprimé dans le rêve a néanmoins un moyen de s'exprimer. Karl Kraus a commenté: Im gebührt das Verdienst, in die Anarchie des Raums eine Verfassung eingeführt zu haben. Aber es geht darin zu wie in Österreich. Si je traduis, Freud a le mérite d'avoir introduit une constitution dans l'anarchie des rêves. Mais ce qui s'y passe, c'est le chaos, comme en Autriche. La compréhension de Freud de l'inconscient ne l'empêcha pas de faire partie de ceux qui ont accueilli le début de la guerre. Il a dit que toute sa libido appartenait à l'Empire austro-hongrois. Il y eut un grand hurrah parmi plusieurs auteurs, avec quelques exceptions notables, parmi lesquelles Karl Kraus, Franz Werfel et Arthur Schnitzler, pour n'en nommer que 3. Si nous passons maintenant à la période après 1918, à savoir les effets de la guerre, une des conséquences les plus significatives a été l'abandon complet de la noblesse et de l'identification par les Autrichiens avec la maison de Habsbourg. Il n'y a jamais eu un mouvement populaire fort pour réclamer le rétablissement de la royauté. Vienne, en 1918, avait viré de la métropole d'un empire de 15 millions d'habitants à la capitale stagnante d'un petit pays. Le droit de vote général et égal pour les hommes et les femmes a conduit en 1919 à une majorité social-démocrate dans la Vienne en faillite. 2 hivers de famine ont suivi la guerre parce que la fourniture de nourriture et d'énergie a été interrompue par les crises de la succession de la monarchie. Mais Vienne la Rouge est devenue mondialement reconnue pour ses succès dans l'éducation et l'introduction de bien-être général et apportant une solution au problème de logement qui avait été tellement évident juste avant la guerre. Dans le domaine de la culture, 1920 vit le lancement du festival musical de la ville de Vienne, qui est devenu le festival Wiener Festwochen. Alan Janik et Stephen Toulmin soutiennent qu'après 1920, non seulement l'empire des Habsbourg avait été balkanisé, mais également sa culture. On vit alors apparaître des syndicats d'artistes qui a conduit à beaucoup de médiocrité. Avant 1914, Vienne, comme je l'ai dit, avait été multiculturelle, avec une forte attractivité pour les jeunes venant de toute la monarchie. Plus important, beaucoup de jeunes et très talentueux juifs de la partie orientale de l'Empire ont vu Vienne, à juste titre, comme la possibilité pour eux de gravir l'échelle dans la société. Une partie très importante de la vie intellectuelle de l'art de Vienne était soutenue par des Juifs venant de diverses parties de l'Empire. Erich Handel, dans son livre, fait remarquer que la contribution des Juifs à la vie artistique et intellectuelle de Vienne est probablement uniquement comparable à leur contribution à l'Espagne des morts, une remarque très intéressante. Après 1918, cette attractivité de Vienne a pris fin et Vienne retomba dans le provincialisme. Par exemple, en architecture, Bauhaus et le Deutsche Werkbund n'ont pas eu prise à Vienne. Richard Neutra, qui avait été influencé par Adolf Loos, émigra vers 1930 aux États-Unis, où il devint un représentant de la modernité classique. Du grand niveau culturel à Vienne après la guerre, seulement la littérature a survécu de manière aussi importante. Les noms les plus importants ici sont peut-être Robert Musil, Franz Kafka, Eudon von Horvath et Amito von Döderer. L'année 1920 marqua le début du festival de Salzbourg avec la première représentation de Jedermann à Salzbourg. La musique contemporaine avait compensé en 1913 avec son événement le plus important, c'est-à-dire le Skandalkonzert.
avec Schönberg au Musikverein et qui a fini par un véritable pugilat dans le public. Après la guerre, Schönberg a créé un Verein für musikalische Privatvorführung, un club pour les concerts de musique privée où ils ont joué pour les premières fois les pièces de Gustav Mahler, Richard Strauss, Béla Bartók et Igor Stravinsky. Pour parler de la science, à mon sens, le chiffre le plus significatif de la fin des années 1800 a été Ludwig Boltzmann, qui a mis la thermodynamique sur de solides assises de cinétique moléculaire. Boltzmann était très intéressé par les fondements philosophiques de la physique, comme en témoigne son livre Prinzipien der Naturphilosophie, où il écrit philosophie avec 2 F et pas le PH, cela est dû au fait que Boltzmann non seulement voulait réformer la physique, mais aussi voulait réformer et économiser l'écriture de la langue allemande. Le collègue en expérimentation de Boltzmann était Josef Stefan, qui était important de l'époque, était d'origine slovène. Une figure plus influente était Ernst Mach. Pour lui, le monde était constitué uniquement de nos sensations. Apparemment, ces conférences ont été largement suivies, y compris par Hofmannsthal. Mach a donc influencé de nombreux domaines de l'activité intellectuelle. Par exemple, Hans Kelsen a été motivé pour sa théorie positive du droit. Kelsen est crédité pour avoir écrit, après la guerre, la constitution de la jeune République autrichienne. Kelsen a introduit dans cette constitution la notion d'une cour constitutionnelle indépendante pour la première fois. Kelsen, en analysant minutieusement ce qui est nécessaire pour un système constitutionnel logiquement cohérent, a clairement noté qu'il est nécessaire d'avoir une Cour constitutionnelle indépendante. Cette Cour doit être indépendante de tout autre tribunal suprême afin de servir comme garde d'indépendance sur les organes du gouvernement et de la magistrature pour s'assurer que les règles constitutionnelles soient respectées. L'introduction de la Cour constitutionnelle a été suivie par de nombreux autres pays. De même, Albert Einstein, déjà mentionné, j'ai dit qu'il ne faisait pas partie tout à fait de cette culture, a été néanmoins pour un bref moment un professeur à l'université. Et je dois dire que la signature de Franz Joseph nommant Albert Einstein comme professeur d'université à Prague a été sans doute un des éléments les plus positifs du règne de Franz Joseph. De même donc, Albert Einstein a reconnu que l'analyse de Mach, spécifiquement autour de la notion d'espace et de temps, avait été la plus profonde influence pour lui. On a également prétendu que Mach a influencé la notion des observables introduite par des personnes comme Niels Bohr ou Werner Heisenberg. Le cercle de Vienne des années 1920 a continué à viser à mettre la science sur une base solide de logique et philosophie. On l'appelait aussi Schlickkreis, d'après le philosophe Moritz Schlick, venu de la noblesse protestante de Bohême. Encore une fois, cela indique la largeur de la base intellectuelle de l'Empire austro-hongrois. Wittgenstein, en 1928, après plusieurs tentatives, a finalement réussi à rencontrer Schlickkreis, où, au lieu de faire de la philosophie, il a lu de la poésie. Jusque-là, il était engagé dans la construction de la maison de Wittgenstein à Vienne, juste avant 1928. Et si jamais vous venez à Vienne, j'aimerais bien vous le montrer. Ce n'est pas quelque chose de publiquement accessible. Il est clair que l'Empire austro-hongrois, comme j'ai dit déjà, a fourni un grand bassin de talents. Vienne était l'endroit pour beaucoup de jeunes, un lieu de recherche universitaire. Et plusieurs prix ont été accordés à des Autrichiens pendant la période entre les deux guerres. Et il y a eu, par exemple, Karl Landsteiner, qui a eu le prix Nobel en 1930,
Richard Kuhn, prix Nobel de physique en 1938, Wolfgang Pauli, prix Nobel de physique en 1945, et George de Hevesy, prix Nobel de physique en 1943. I think that was the chemistry prize, actually. À vrai dire, je crois que c'était le prix de chimie. Le physicien Friedrich Hasenhüttl était considéré par beaucoup comme l'un des grands espoirs de la physique autrichienne pour l'avenir. Il avait trouvé les équivalents entre masse et énergie avant Einstein. Malheureusement, il est mort au combat en 1915 dans le Tyrol, aujourd'hui le Haut-Adige italien, et en fait, il avait été un administrateur perspicace dans le ministère autrichien qui était responsable des universités et considéré Erwin Schrödinger comme le prochain talent autrichien le plus prometteur. Et il s'est assuré que Schrödinger était bien positionné pour faire son devoir dans l'armée dans un endroit où il y avait peu de danger pour sa vie. Et Schrödinger lui-même décrit l'ennui qu'il avait de regarder les mouvements des navires dans la mer Adriatique depuis les hauteurs de Trieste. Fait remarquable, mais certainement une simple coïncidence. Ce n'était pas loin de Duino, où, en 1908, Boltzmann avait commis suicide et où Rainer Maria Rilke avait commencé à écrire son Duinese Elegien, élégie de Duino avant la guerre. Rilke était un des auteurs dont les capacités à écrire ont été complètement stoppées par la guerre. C'est seulement en 1922 qu'il a pu terminer son chef-d'œuvre. Dans son autobiographie, Schrödinger fait remarquer qu'il avait espéré devenir professeur à Czernowitz, qui était dans la partie orientale de l'Empire, mais il écrit, et je cite, « Czernowitz, bientôt n'était plus à nous ». Fin de citation. Et son espoir de passer le reste de sa vie à enseigner un peu de physique et passer la plupart de son temps avec la philosophie n'a pas pu trouver satisfaction. De même, Oskar Kokoschka, dans les tranchées de la guerre, a promis de se consacrer uniquement à la beauté du monde. Cela peut se voir clairement dans la nature changeante de ses photos. Stefan Zweig, dans Welt von gestern, Le monde d'hier, décrit cette perte, et je cite, « La guerre détruit l'isolement de la réalité qui a fourni la maison bourgeoise. » Les peuples émergents de cette période n'y étaient pas préparés. Dans l'Autriche post-provinciale, après la guerre, il y avait dans tous les camps politiques des radicaux et les modérés qui, au fil des temps, malheureusement, étaient encore dans les radicaux ont conquis les modérés avec des conséquences politiques désastreuses qui ont conduit à l'austrofascisme et l'austromarxisme. Et à mon avis, cela a aussi contribué à l'incapacité de l'Autriche à se positionner fermement contre la montée du nazisme. En 1895, la sécession de Vienne a été créée par Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Hoffmann et d'autres. Ces artistes se sont détachés de la Künstlerhaus pour protester contre l'historicisme alors en vogue et le conservatisme. Explicitement, ils ont protesté contre les aspects trop commerciaux pour leurs yeux d'artistes. Ils faisaient de la qualité de l'art le critère primordial. Ce n'est peut-être pas insignifiant qu'en 1918, la disparition de figures aussi importantes que Gustav Klimt, Egon Schiele, Kolo Moser et Gustav Wagner intervint. Encore une fois, en allant un peu plus loin dans le futur, Claudio Magris a parlé de la Habsburg mythos, le mythe de Habsburg, non pas comme d'une nostalgie, mais comme d'un moyen pour analyser le passé. Témoin de la couronne, Joseph Roth, qui venait de la Galice orientale et qui a écrit son Radetzky-Marche, la marche de Radetzky, en 1933, comme une mémoire éternelle du monde perdu. Mais l'Autriche de l'après-guerre n'était pas aussi étroite d'esprit qu'on aurait pu le penser et qu'on le dépeint souvent. On peut remarquer que, par exemple, l'opéra Wozzeck d'Alban Berg avait été créé à Berlin
en 1917, où elle a conduit à des protestations énormes, particulièrement de la part des nazis. Et en revanche, dans la Vienne de 1930, elle a été plutôt bien accueillie. Et cela montre que l'atmosphère de Vienne était plus ouverte à l'époque. Une autre figure remarquable était Ödon von Horvath, qui, dans son Geschichten auf dem Wienerwald, conte de la forêt viennoise de 1931, a clairement rejeté le mythe de l'opérette. Il avait découvert les pratiques du fascisme au quotidien dans un monde patriarcal de l'ancien temps. Des souvenirs plus importants de l'époque ont été donnés par Franz Werfel dans son, par Stefan Berg de Monde d'hier et Robert Musil dans son Der Mann ohne Eigenschaften, l'homme sans qualité, où il dit à propos de Cacaña étant de Kaiser Gallischen, et c'est le mot empereur n'est pas suffisant. Il dit, bien sûr, des voitures roulaient sur ces routes trop, mais pas trop. La conquête de l'air s'élaborait ici aussi, mais pas trop intensément. Un navire serait maintenant, de temps en temps, parti pour l'Amérique du Sud ou l'Asie de l'Est, mais pas trop souvent. Il n'y avait aucune ambition de puissance mondiale, ici au centre même de l'Europe, où les anciens actes du monde traversés par des mots tels que colonie et autres mers sonnaient comme quelque chose de tout à fait inédit et distant. Il y avait quelques spectacles de luxe, mais en aucune manière raffiné comme chez les Français. Les gens faisaient du sport, mais pas aussi fanatiquement que les Anglais. Et des sommes ruineuses d'argent étaient consacrées à l'armée, mais juste assez pour garantir sa position comme le deuxième plus faible parmi les grandes puissances. La capitale aussi était légèrement plus petite que toutes les autres grandes villes du monde, mais nettement plus grande qu'une simple grande ville. Et fait intéressant, en Autriche elle-même, il n'y avait aucune enquête systématique intellectuelle ou autre de l'analyse de l'époque, c'est-à-dire 1900. Les études entre les deux guerres ont été essentiellement initiées par des non-autrichiens. Parmi les plus importants, la Vienne de Wittgenstein, déjà mentionné par Alan Jannik et Stefan Tolmin en 1973, et fin de siècle de Vienne, politique et culture de Karl Schosker en 1980. Mais dans l'intervalle, les moments douloureux du national-socialisme, l'expulsion de la pensée et des intellectuels, de la destruction des Juifs européens. À Vienne, l'événement le plus important, ouvrant l'esprit à la fois, a été l'exposition Traum und Wirklichkeit, rêve et réalité, la Vienne de 1817 à 1930, organisée par le musée historique de la ville de Vienne dans le Künstlerhaus et qui s'est déroulée du 28 mars au 6 octobre 1985. Le maire de Vienne à l'époque, Helmut Zilk, écrit dans son introduction « La mémoire de Vienne autour de 1900 est un défi pour notre avenir. Je ne connais guère autre chose d'aussi fascinant. » J'aimerais maintenant revenir à mes remarques personnelles avec lesquelles j'ai commencé ma présentation. Le climat naturel de Vienne à l'époque a été rendu possible par le fait que Vienne était le centre d'un empire multiculturel et multiethnique, et d'une manière qui ne s'est pas réalisée dans d'autres pays. Et cela a ouvert de nouvelles manières d'ouvrir des réalités sous la surface. C'est les surfaces théâtrales dont l'existence était nécessaire pour une enquête sans compromis de connaissances. Et cette dimension se retrouve encore aujourd'hui à Vienne. J'arrive à la fin de mes considérations. Comme je l'ai déjà dit au début, il s'agit de mon point de vue personnel. Je ne suis pas sûr si certains arguments sont assez précis ou des erreurs historiques sont introduites. Dans ce cas, je vous prie d'attirer mon attention. Naturellement, nous devons nous
demander si l'on peut en tirer des conséquences pour l'avenir. Je tiens beaucoup à discuter et à analyser cet aspect avec vous. Je vous remercie sincèrement pour votre patience et votre attention.